Comment un navire conçu par les esprits les plus brillants de son époque et qualifié d'insubmersible a-t-il pu sombrer en à peine 2 heures et 40 minutes? Peut-être trouverons-nous la clé de ce mystère en explorant minutieusement les boulons du Titanic, et ce, au sens propre. Tout commença lors d'un élégant dîner à Londres, en 1907. Lord William James Peary nourrissait une idée audacieuse et avait besoin des personnes adéquates à ses côtés. Il convia le directeur de la compagnie maritime britannique White Star Line pour en discuter. White Star connaissait déjà un succès retentissant dans le transport transatlantique, engrangeant des fortunes en conduisant des émigrants vers l'Amérique. Mais la concurrence était rude. Cunard, l'un de ses principaux rivaux, venait de lancer 2 navires rapides et sophistiqués, le Lusitania et le Mauretania, véritables fleurons de vitesse et de luxe. Peary ne pouvait se permettre d'être en reste. En tant que président d'une entreprise de construction navale irlandaise, il estimait qu'une alliance avec White Star leur permettrait de dominer le marché. Ce même soir, au cours du dîner, ils se mirent à rêver d'une flotte entière de paquebots. L'Olympique, le Titanic et un 3e navire qui deviendrait plus tard le Britannique. Rapidement, ces idées prirent forme. La construction du Titanic et de son jumeau, l'Olympique, débuta. L'ampleur du projet nécessita la création de 2 nouveaux chantiers sur Queen's Island, connus sous le nom de Titanic Quarter, dans le port de Belfast. Mais ériger un ouvrage d'une telle envergure, plus facile à dire qu'à faire. Harland & Wolff, l'entreprise britannique chargée de la construction, avait fort à faire. C'était le plus grand navire jamais tenté, et il fallut 15 000 hommes travaillant sans relâche pour concrétiser ce rêve. Le Titanic et son jumeau étaient conçus pour mesurer 269 mètres de long, soit 36 mètres de plus que les nouveaux paquebots de Cunard. Une fois achevé, le Titanic s'étirait sur la longueur de 4 pâtés de maison et atteignait la hauteur d'un immeuble de 9 étages. Outre son statut de plus grand navire de l'époque, il reçut un autre surnom. Lorsque le magazine Shipbuilder alla l'examiner, il le qualifia d'insubmersible. Pourtant, il connut de sérieux écueils en cours de réalisation. Si l'on réalisait une radiographie rapide du Titanic, voici ce que l'on découvrirait: 2000 plaques d'acier, chacune pouvant atteindre 9 mètres de long et pesant environ 3 tonnes. Pour assembler l'ensemble, le navire fut conçu comme un immense squelette métallique, avec la quille servant de colonne vertébrale et les plaques de la coque formant la coquille extérieure. Pour surpasser la concurrence, le Titanic devait être colossal tout en restant rapide. Cela nécessita donc des innovations au niveau des hélices. Le navire en possédait 3, 2 latérales à 3 pales et une centrale à 4 pales. Les hélices latérales, gigantesques avec un diamètre de 7 mètres, étaient actionnées par les moteurs à vapeur, véritables muscles du navire transformant la vapeur en énergie pour les faire tourner. L'hélice centrale, un peu plus petite avec un diamètre de 5 mètres, était entraînée par une turbine à vapeur basse pression. Cette combinaison de moteur et de turbine, très avancée pour l'époque, permettait au Titanic de naviguer à environ 21 nœuds, soit près de 38 km/h, modeste à première vue, mais remarquable pour un navire de cette taille. Les hélices étaient conçues en bronze de manganèse, un matériau choisi pour sa robustesse et sa résistance à la corrosion, ce qui s'avérait indispensable pour un navire traversant les eaux salées de l'océan. Ce système de propulsion pouvait générer jusqu'à 46 000 chevaux, équivalent à la puissance cumulée de 230 voitures. Pour faire avancer le Titanic, les 2 grandes hélices latérales, reliées à leur moteur, fonctionnaient comme d'immenses pompes, propulsant le navire vers l'avant, tandis que l'hélice centrale, travaillant de concert avec la turbine à vapeur, un moteur sophistiqué pour l'époque, fournissait un surcroît de puissance tout en réduisant la consommation de combustible. Cette installation n'était pas seulement conçue pour la puissance, mais aussi pour la vitesse. D'autres navires utilisaient déjà la turbine à vapeur quelques années plus tôt, mais étant donné la taille et le poids du Titanic, son système devait être particulièrement performant pour garantir rapidité, stabilité et confort à tous les passagers. Après 2 années d'un travail intense, le Titanic était enfin prêt pour son premier essai en mer. Le 31 mai 1911, une foule d'environ 100 000 personnes se rassembla pour voir le Titanic glisser sur la Lagan, aux côtés de Lord Peary et du millionnaire américain J.P. Morgan, détenteur du contrôle financier de White Star Line. Le Titanic flottait pour la première fois, mais il fallut 1 année supplémentaire pour l'armée,
Ce qui, dans le jargon naval, signifie transformer ce gigantesque squelette d'acier en un somptueux palais flottant. Il proposait tout, une piscine chauffée, des bains turcs, des palmiers dans les cafés, un cours de squash, ainsi qu'un salon de restauration de première classe capable d'accueillir 554 convives. Selon certaines sources, la suite la plus luxueuse du Titanic fut réservée par une Américaine nommée Charlotte Drake Cardezza. Elle déboursa 2500 $ en 1912. Même convertie en monnaie actuelle, cette somme reste considérable, représentant environ 75 000 $ dans les années 2020. Et ce, uniquement pour un aller simple à travers l'Atlantique. Les ouvriers se hâtèrent de parachever la peinture et le polissage du Titanic avant le 31 mars 1912. Le capitaine de la White Star, Edward John Smith, âgé de 62 ans, monta à bord pour superviser les derniers essais de ce qui était désormais le plus grand paquebot du monde. Le capitaine déclara même que cette traversée serait la dernière de sa carrière. Une fois arrivé en Amérique, il prendrait sa retraite. Le 10 avril, le navire était enfin prêt pour son voyage inaugural. Il se rendit à Southampton pour embarquer le charbon et accueillir ses premiers passagers. La passagère Sylvia Caldwell demanda à un matelot si ce bateau gigantesque était réellement insubmersible. Celui-ci répondit par la phrase désormais légendaire « Dieu lui-même ne pourrait faire sombrer ce navire ». 4 jours après le début de sa traversée, le RMS Titanic rencontra son destin. Bien que le navire ait été averti de la présence d'icebergs, il glissait à une vitesse excessive dans l'obscurité. Lorsque les vigies aperçurent enfin l'obstacle, il était trop proche pour que le navire puisse dévier ou s'arrêter. Imaginez tenter de faire freiner brusquement une voiture gigantesque. Maintenant, imaginez qu'elle pèse 20 000 fois plus qu'un véhicule ordinaire et se déplace à une vitesse démesurée. Lorsque le Titanic tenta de s'écarter, il finit par frôler l'iceberg sur le flanc. Malgré les efforts de l'équipage pour ralentir et manœuvrer, le navire racla la montagne de glace, ouvrant une centaine de mètres de la coque et endommageant 6 des 16 compartiments étanches. Cela provoqua l'enfoncement de l'avant tandis que l'arrière se soulevait, à l'image d'un levier dont un côté devient trop lourd. À un angle prononcé, le navire commença à se briser en son milieu, ce qui entraîna finalement son naufrage. Mais pourquoi la coque et les rivets se brisèrent-ils si facilement ? Une expédition menée en 1991 découvrit des morceaux de la coque et révéla que l'acier utilisé était extrêmement fragile, surtout à des températures glaciales comme celle de la nuit du naufrage. L'acier ne pliait pas et ne cédait pas sous pression, mais se fragmentait comme du verre, aggravant l'impact. Les analyses chimiques montrèrent également une teneur élevée en soufre, qui l'affaiblissait davantage. Ce type d'acier fragile, associé à la grande vitesse et aux températures glaciales, constituait une véritable bombe à retardement. Certes, il existait des défauts matériels, mais la conception du navire présentait également de sérieuses lacunes. Ces compartiments dits étanches n'étaient pas scellés complètement au sommet, si bien que l'eau s'y engouffrant se déversa d'un compartiment à l'autre, accélérant le naufrage. Si le navire avait été construit avec un acier de meilleure qualité, une double coque ou des compartiments étanches perfectionnés, la catastrophe aurait pu être évitée, peut-être même assez longtemps pour permettre au RMS Carpathia de venir secourir tous les passagers. Le Titanic n'était pas insubmersible, mais pour l'époque, il représentait un triomphe d'ingénierie et de luxe. Toutefois, même les conceptions les plus parfaites ne sauraient qu'en toujours dominer les forces de la nature.